Bonjour Gérard Noiriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Conweb Télévision. Vous êtes socio-historien, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous êtes également fondateur de DAJA, une association d'éducation populaire qui est importante pour vous, vous m'avez dit. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'immigration, sur la question du racisme, également sur l'histoire du monde ouvrier. Vous publiez actuellement cet ouvrage « Le pourquoi du comment », qui est la compilation de certaines de vos chroniques à France Culture. Voilà. Mais aujourd'hui, on a souhaité vous inviter pour avoir une conversation sur un ouvrage que vous avez publié en 2021 avec Stéphane Beau, qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue. C'est cet ouvrage intitulé « Race et sciences sociales, essai sur les usages publics d'une catégorie ». C'est un ouvrage qui a fait grand bruit au moment de sa publication. Là, avec un petit peu d'après-coup, on va pouvoir converser sur cet ouvrage-là. Au fond, en vous lisant, on s'est dit que c'était un ouvrage qui était une réponse à double détente. Il nous a semblé d'abord une réponse à un ouvrage qui était paru en 2006, dirigé par Éric et Didier Fassin, de la question sociale à la question raciale, mais aussi une réponse à des événements beaucoup plus récents qui ont eu lieu dans la suite du meurtre de George Floyd en 2021 et qui ont pris en France la tournure d'une sorte de bataille par polémique interposée, disons, par tribune interposée entre d'une part les militants, qu'on pourrait qualifier de militants de l'idéologie décoloniale, qui allaient jusqu'à considérer qu'il y avait un État raciste en France, et d'autre part, d'autres intellectuels qui, eux, considéraient que ce qui était préoccupant actuellement, c'était la racialisation de la question sociale et un retour de la race. Est-ce que vous souscrivez à cette idée-là, qu'au fond, c'est à ces deux événements que répond ce livre? Et peut-être, parce que je vous ai entendu dans une interview dire qu'il y avait eu une urgence pour vous à écrire ce livre, est-ce que vous nous diriez un mot de cette urgence-là? Oui, pour nous, Stéphane et moi, donc il y a une urgence qui est vraiment pour moi tout à fait centrale, c'est de défendre l'autonomie de la réflexion savante sur ces questions-là. Or, c'est ça qui est mis en cause, si vous voulez. Vous avez aujourd'hui, vous voyez, des batailles comme ça qui sont très très valorisées par les médias aussi, qui opposent, voilà, décolonial d'un côté, anti-racialiste de l'autre, enfin, et par pétition interposée. Et nous, on voit bien que tout ça aboutit à une sorte de déliquescence de la réflexion savante sur ces questions. Et Stéphane et moi, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur ces questions-là, donc c'est pas nouveau. Donc c'était surtout ça pour nous, l'urgence, de distinguer aussi ce qu'on peut penser, dire, écrire et agir en tant que citoyen, et l'analyse scientifique qu'il faut faire de ces questions-là, parce qu'elles ont pris effectivement une importance capitale. Moi, j'appellerais, on pourrait revenir tout à l'heure dans la définition, les logiques identitaires, par le fait qui effectivement sont devenus aujourd'hui obsessionnels dans les médias. Oui, vous parlez d'entrepreneurs de l'identité et d'entrepreneurs de la race, c'est un terme qui m'a marqué en vous lisant. Et c'est vrai que dans la lecture de votre livre, il y a vraiment l'idée que la race est un mirage increvable, un peu comme je prends cette expression à Lacan à un moment donné qui parle du mirage increvable de l'identité. On a affaire à une certaine forme de fascination pour cet objet-là. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cette fascination et le fait qu'on sort la race par la fenêtre, par la porte, elle re-rentre par la fenêtre? Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Voilà, alors ce qui est important aussi dans notre livre, c'est le sous-titre. Essai sur les usages publics d'une catégorie. Moi, je suis un de ceux qui insiste beaucoup sur la séparation entre le privé et le public. Donc, je pars du principe, en tant que socio-historien, que tous les êtres humains, les individus, sont le produit d'une multitude de critères identitaires qui se combinent chez chacun d'entre nous d'une manière particulière qui fait notre personnalité. Et donc, ça, c'est notre vie privée, je dirais, et donc on voit que dans le champ politique, dans l'espace public, on a certains de ces critères qui sont mis en avant, et qui sont isolés du reste, et qui fabriquent ces fameuses catégories qui ont pour conséquence d'assigner des identités aux personnes. Voilà, ça c'est un thème de travail que j'ai appliqué
à de nombreux objets. Hein, ce n'est pas spécifique à la question de la race. Mais je l'ai appliqué même au monde ouvrier, parce que la question sociale, on reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce qui est plus déterminant, etc. Je veux bien. Mais au fond, les usages que les porte-paroles du mouvement ouvrier ont fait de la classe sociale rentrent aussi, on pourrait dire, dans ces logiques identitaires. Il y a quelque part une sorte de nécessité pour le champ politique. Pour mobiliser les gens, il faut s'adresser à leur identité. Donc moi, je ne me fais pas le critique absolu ou le dénonciateur du fonctionnement du champ politique. Simplement, moi, je fais un autre métier. Je fais un métier qui est celui de chercheur en sciences sociales. Donc voilà, il faut analyser les contradictions, montrer aussi comment ça fonctionne, parce que ça peut aider aussi les citoyens à changer leur logiciel ou à se comporter autrement. Bien sûr, mais au niveau des catégories, c'est pas sûr qu'on puisse mettre sur le même plan la condition ouvrière et la race. Ça n'a pas la même place et ça n'engage pas les mêmes passions, même si historiquement on remet dans un contexte. Aujourd'hui, c'est vrai que la condition ouvrière, en plus, elle est vraiment plus qu'elle était auparavant, mais c'est pas le même type de catégorie. Pour la simple raison que vous avez la classe sociale, disons, catégorie socio-professionnelle, elle est institutionnalisée, c'est une catégorie étatique, administrative, alors que la race, elle n'est pas, c'est un point sur lequel j'insiste, elle n'est pas. Alors on peut dire, ah ben c'est scandaleux, il faut faire comme aux États-Unis, ça c'est un autre débat. Mais dans les faits, on a aujourd'hui une situation qui explique l'énorme différence entre le cas américain et le cas français. Tous ceux qui ont vécu aux États-Unis, ça a été mon cas, ont été frappés de voir comment la vision du monde social qui est liée à l'histoire propre des États-Unis, l'histoire de l'esclavage, etc., la catégorisation des races, c'est une chose très ancienne, qui fait qu'elle rentre beaucoup plus profondément dans l'identité des personnes, parce que, ce que j'ai montré dans mes travaux sur l'histoire de l'identification, les catégories étatiques, c'est comme la langue, finissent par nous pénétrer, entrer en nous. Donc, c'est ce qui explique aussi, un des points que j'aborde dans le livre, c'est qu'en France, vous avez des gens qui ne veulent pas qu'on les étiquette par leur couleur de peau. Ouais. Et je dirais, donc, la question que je pose à Pape Ndiaye, que je connais bien, qui était mon collègue à l'école des hautes études avant de devenir ministre, dans son livre sur la condition noire, c'est que lui, il se fait le porte-parole des Noirs de France. Mais de quel droit va-t-on parler au nom d'une catégorie qui n'existe pas dans le droit et qu'on va imposer à des gens qui n'en veulent pas? C'est une question. Question, je peux vous dire, j'ai pas eu de débat là-dessus, parce que ça fait partie des tabous dans le monde intellectuel. C'est-à-dire ce que Bourdieu appelait la violence symbolique, qui est liée à la possession d'un capital qui vient là directement de la classe sociale, puisque c'est le degré d'étude, le capital scolaire que vous avez accumulé, qui permet d'accéder au rang de porte-parole, d'accéder à l'espace public. Combien il y a d'ouvriers à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Vous le savez très bien, il n'y en a pas. Bon, la discrimination fondamentale, elle est bien d'ordre social dans notre pays. Et donc ça s'enracine dans les atouts, les moyens dont on dispose pour accéder à l'espace public et donc dans le pouvoir qu'on détient pour assigner une identité aux autres. Voilà, moi, le fond de ma discussion, de mon problème. Ça a été complètement mis de côté. Bon, peu importe, mais c'est ça, à mon avis, qui est tout à fait central, et donc qui, effectivement, pose la question de la race telle qu'aujourd'hui certains veulent la réhabiliter. Donc, en même temps, on voit bien que dans le camp opposé, disons, la droite, etc., en même temps qu'ils vont pointer un certain nombre de choses qui sont justes sur la racialisation, ils en profitent aussi pour aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, moi, je suis engagé aussi contre le racisme, contre les discriminations, etc. Donc, vous voyez, le danger, c'est que le jeu des cécités croisées fait qu'un certain nombre de problèmes qui sont réels sont occultés parce qu'il y a une outrance, il y a une forme de caricature qui vient de l'autre côté. Voilà, ça c'est quand même un point qui nous avait spécialement intéressé en lisant cet ouvrage. À plusieurs moments, on retrouve la dimension imaginaire, la dimension du regard. Là, vous parlez de cécité croisée, qui est un concept de Bourdieu, c'est ça? Oui. Mais on retrouve à plusieurs moments dans votre ouvrage, vous le démontrez de façon très claire, la catégorie de race, c'est une catégorie qui est construite à partir d'une relation imaginaire, à partir du domaine du regard, de ce qui est visible, ça commence avec les traits physiques au fond. Voilà. Et puis, à la fin de votre ouvrage, vous amenez ça que
les polémiques actuelles se cristallisent autour de ce que vous appelez les cécités croisées. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce point ? Oui, alors c'est vrai que le retour de la race, par le fait, parce que si on reprend aussi, dans le livre, je reprends les chapitres historiques qui sont centrés sur la généalogie de cette catégorie, quand est-ce qu'elle naît, comment elle se développe. Elle a toujours entraîné des oppositions entre des différents groupes d'intellectuels. Bon, je ne reviens pas sur le passé, mais le terme dans la langue française ne s'impose qu'au début du XXe siècle, juste après l'affaire Dreyfus. Et au départ, c'est un équivalent d'antisémitisme. Et ça désigne l'ennemi, les Allemands, Hitler. La catégorie raciale, au début, c'est ça. Et puis après, il y a une ouverture avec la question coloniale, voilà. Donc, mais au départ, ce qu'on appelle le racisme, c'est vraiment une idéologie, un combat politique. Et dans la période récente, depuis 20 ou 30 ans, c'est une question aussi que je pose, on voit un élargissement de plus en plus grand de ce terme qui va aboutir à confondre racisme et préjugés. Or, pour moi, il faut maintenir cette différence entre les préjugés et le racisme. Parce qu'autrement, on va dire, oui, tout le monde est raciste, enfin, on arrive au truc sur le racisme anti-blanc, etc. Donc, on perd, vous voyez, de la substance et donc de la lucidité par rapport au combat politique. Et donc, je pense que les gens qui adoptent ces catégories comme racisés, par exemple, etc., se sont fait berner, si je puis dire, vous voyez, par l'idéologie dominante qui a focalisé sur ces questions identitaires. J'en retrace aussi la genèse, enfin à partir des années 80 surtout, et que c'est ce qui explique aujourd'hui donc qu'on a une sorte de confusion et de simplification dans les catégories. C'est pour ça que moi je reste fidèle à ce qui a été mon inspiration de départ, qui est défendre le concept de stigmatisation plutôt que le concept de racialisation. Le stigmate, c'est Erving Goffman, c'est un Américain, parce qu'aussi il y a une caricature des États-Unis, mais aux États-Unis aujourd'hui il y a énormément de chercheurs qui combattent cette idéologie raciale. Il ne faut pas l'oublier, ça on n'en parle jamais en France, ni d'un côté ni de l'autre. On a toujours 20 ans de retard à peu près, c'est dans une vingtaine d'années peut-être que nous-mêmes on reprendra la critique états-unienne de la façon dont ils ont pu penser ou faire usage de la catégorie de race, comme vous dites. Par ailleurs, par rapport à un certain contexte historique qui est absolument fondamental, il y a une singularité française et de l'histoire française qui n'est pas la même, en effet, ne serait-ce que par rapport à la façon dont la race est inscrite ou pas dans le droit, dans les institutions, et ce qui est sensible dans votre propos, c'est de montrer que finalement se caler sur les États-Unis au mépris finalement de la singularité de l'histoire française est déjà un problème de méthodologie majeur. Et pas seulement de méthodologie, c'est aussi un problème du fonctionnement de la recherche. La mondialisation de la recherche se fait à partir d'une hégémonie américaine. Ça, Stéphane Beau le montre bien, parce que c'est surtout en sociologie. Donc vous avez de plus en plus, parmi nos étudiants, des gens qui vont aux États-Unis. Ça a été le cas de Pap Ndiaye, il a fait sa thèse sur l'histoire économique, sur une entreprise américaine au départ. Et donc qui vont s'imprégner des logiques et des discours américains qui vont venir après en France en essayant de les développer, avec souvent des financements aussi. Il faut voir que les financements sont... Si vous êtes jeune aujourd'hui en France, vous travaillez sur ce genre de questions vous intéresse, vous avez intérêt. Vous avez intérêt, si vous voulez obtenir une bourse, etc., un poste, à aller dans ce sens-là. À prendre une certaine perspective. Voilà, une perspective qui va être celle de la racialisation, parce qu'on parle de la France, mais bon, il y a une mondialisation aussi de ces questions-là, donc c'est un enjeu qui dépasse largement l'Hexagone. Et donc on voit effectivement ce que j'analyse dans le livre. Alors, Stéphane Beau et moi, on a été témoins aussi de cela. Je reviens donc à ce livre de 2006, dirigé par Didier Fassin et Éric Fassin, de la question sociale à la question raciale. Pour nous, je dirais que là, on touche à des choses personnelles, puisque c'était dans notre propre laboratoire de recherche, et on avait des liens d'amitié, on peut dire, avec Didier Fassin et Éric Fassin. Et donc... pendant longtemps, on s'est dit, nos critiques, on les a maintenues dans la petite sphère, je dirais, académique, vous voyez, nos collègues, etc. Et c'est seulement dans les dernières années, pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on s'est dit, on ne peut plus. C'était, comment dirais-je, presque
un devoir moral, enfin je vais dire, pour moi qui arrivais, je dirais, qu'à la dernière ligne droite de ma carrière, me dire est-ce que je peux encore rester silencieux sur ces questions-là? Oui, le titre est évocateur en fait, de la question sociale à la question raciale. Et donc votre titre lui-même est une réponse à ce titre-là qui évacue la dimension sociale, qui a le mérite de complexifier quand même une trajectoire, et où on pourrait dire qu'il y a d'un côté l'assignation, avec le monocritère racial par exemple, et la trajectoire, avec les trajectoires multiples, comme vous avez pu redonner une place par exemple à celle de Chocolat, le clown Chocolat qui ne peut pas se résumer justement à sa couleur de peau et à simplement une caricature de la racialisation. Voilà, avec cette nuance que dans le titre du livre, Didier Fassin, Éric Fassin, il y avait un point d'interrogation. Et ce qu'on analyse... Quel mérite de ne pas s'entendre. Non, il ne s'entend pas. Voilà. Et donc, après, dans les critiques que Didier Fassin a fait, j'ai analysé ça en détail sur mon blog. Oui, c'est très intéressant de reprendre tous les points. Comment se passe aujourd'hui un débat intellectuel en France, je le renvoie à ça, parce que je trouve ça tout à fait incroyable. Bon, bref, mais effectivement, donc c'est pas à leur égard. Moi, je l'estime, je pense que ce sont deux chercheurs éminents, etc., des personnes aussi que j'apprécie, et donc j'appréciais en tout cas jusqu'à ces événements-là. Mais donc c'est pas, je dirais que, vous voyez, il y avait un point d'interrogation dans le titre de ce livre qui évoquait les critiques que nous avions faites, qui sont présentes dans le livre, puisque Stéphane avait fait une contribution, moi aussi, d'autres aussi, qui n'étaient pas d'accord avec cette idée de racialisation, mais dans la réception du livre. C'est ça qui est important. La réception, déjà au niveau de l'éditeur, ensuite au niveau des journalistes, etc., le point d'interrogation a disparu. Et les chefs de file, notamment Éric Fassin, très très présent dans les médias, avec son blog sur Mediapart, en plus, après il a été nommé professeur de sociologie à Paris 8, donc là où on a beaucoup d'étudiants qui sont issus de cette immigration postcoloniale, et pour moi, je pense que leur intérêt, c'est pas de les enfermer dans une logique identitaire racialiste, parce que je pense que c'est contraire à ma définition de l'émancipation. Voilà. Donc, on voyait tout ça se développer, notamment au niveau de la jeunesse, et donc, voilà, il y a une mécanique qui s'est développée, liée aussi aux événements de 2005, vous savez, dans les violences dans les banlieues. Est-ce que c'est une violence raciale? Ou est-ce que c'est une violence sociale? Là, il y avait eu le débat. Donc, c'est tous ces éléments-là, effectivement, qui n'ont cessé de croître et de se développer par la suite, qu'on voulait critiquer. Oui, c'est ça. Donc, il nous a semblé nécessaire. On se doutait que ce qu'on allait écrire ne serait pas bien pris. Pas à ce point-là, quand même. Ça vous a surpris? La violence, oui, nous a surpris. On pensait que, quand même, il y aurait un peu plus de respect pour le travail qu'on avait pu faire. Nos engagements, mais on voit que tout ça a été balayé par des gens qui ignorent la plupart de tout ça. On retrouve la dimension de la rivalité imaginaire qu'on soulevait tout à l'heure, c'est-à-dire vous publiez un livre argumenté à partir vous faites tout un parcours autour de la question raciale, et vous dites que ce qui vous surprend, c'est les réponses sur le plan imaginaire, sur le plan au fond d'une sorte d'agression. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'utiliserais peut-être pas le mot imaginaire parce que j'ai du mal à le définir, mais voilà. Mais je dirais identitaire, c'est-à-dire il y a un certain nombre de gens, y compris dans le milieu des sciences sociales, spontanément, le réflexe, ça va être de s'identifier, voilà, à partir de ce qu'ils vont lire, quoi. C'est comme dans le roman. Par le fait, j'ai d'ailleurs écrit là-dessus, les chercheurs en sciences sociales, ils ne sont pas très différents de ce que Proust raconte quand il était enfant et qu'il s'identifiait à Pardaillan ou Capitaine Fracasse, etc. Et donc, c'est le réflexe initial qui va conditionner après les arguments qui vont avancer. Donc, vous voyez, et comme on touche à des choses qui engagent les personnes, parce qu'effectivement, dans cette mouvance-là, il y a beaucoup de gens qui ont subi des discriminations, qui ont souffert, vous voyez, mais qui sont incapables de les relativiser ou de les réinscrire, vous voyez, dans une logique plus savante, scientifique, c'est-à-dire qui demande un recul pour comprendre aussi ce qu'on a voulu dire.
C'est aussi ça le drame. Moi, je comprends bien ça parce que, comme moi, je suis issu d'un milieu qui n'était pas du tout le monde intellectuel, etc. Quand j'ai découvert ce milieu-là, etc., il y a toute une série de choses que j'ai regrettées qu'on ne me les ait pas apprises. Notamment, voilà, quand on lit un bouquin, d'être capable de le restituer, la cohérence des arguments, de se mettre à la place de celui qui a écrit, par exemple. Hein. Ça, c'est pas tellement enseigné dans les manuels de méthodologie, vous voyez, alors que c'est indispensable. Sinon, on est dans la polémique que Foucault a déjà critiquée, hein, qu'on retrouve là où on insulte l'autre, on le traite de réactionnaire, vous voyez, faire le jeu du grand capital. Moi, j'ai subi ça parce que mon premier déboire, je dirais, avec les grands intellectuels, ça a été par rapport à l'époque communiste, puisque mon premier livre était très critique par rapport au rôle du Parti communiste. J'étais moi-même membre, et donc j'ai été exclu. Et on m'a traité déjà à l'époque d'agent du grand capital, etc. Et c'était marrant de retrouver chez des grands intellectuels comme Didier Fassin le même genre d'argument, où j'étais traité je faisais le jeu Stéphane et moi faisaient le jeu des réactionnaires, vous voyez. C'est assez délirant, je trouve, vous voyez, quand on voit comment ça marche. Donc moi je dis oui, faisons. Moi, je suis prêt à montrer mes états de service, hein, concrets, pratiques aussi, d'engagement réel, parce que le discours, il y a aussi une inflation du discours aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, tout ça rejoint l'imaginaire. Les gens sont enfermés dans la sphère du discours, à l'écart des pratiques. Mais oui, mais alors justement, c'est vrai que dans votre livre, vous faites un sort à la manière dont aujourd'hui on argumente les effets de racisme systémique, par exemple, à partir de concepts qui sont complètement, enfin, c'est même plus des concepts, mais des termes vidés de leur substance. Alors il y a l'imaginaire, voilà, enfin en histoire, une histoire des imaginaires comme une histoire des mentalités, ça peut se faire de manière un peu consistante. Et il y a sinon la représentation complètement déconnectée du réel, et on retrouve par exemple chez Pascal Blanchard, dont vous évoquez les ouvrages, l'idée d'un racisme ancré dans l'inconscient collectif, qui n'est pas défini, dont on ne sait pas à quoi ça renvoie, et l'imaginaire où vous dites ensuite qu'une fois qu'on a asséné ces termes-là, on ne peut même plus répondre ni argumenter parce que c'est intérieur, c'est indémontrable, et pourtant ça fait argument d'autorité. Voilà, oui, alors ça c'est une chose qui s'est beaucoup développée, c'est la référence à l'inconscient pour bloquer une discussion, parce que si on vous dit oui mais c'est inconscient, tu es raciste mais c'est inconscient, qu'est-ce que vous voulez répondre? Par définition vous ne pouvez pas répondre, si c'est inconscient vous ne pouvez pas, voilà. Donc c'est des discours d'autorité par le fait. On peut aussi considérer que de son inconscient, chacun a à en répondre. C'est pas parce que on qualifie quelque chose d'inconscient que le débat est clos. Voilà. Mais alors là, moi je fais une différence entre l'individuel et le collectif. Voilà. C'est peut-être autour de ça qu'on tournait aussi les divergences entre la sociologie et la psychanalyse. Voilà, c'est que... Mais là, c'est pas de la psychanalyse, en l'occurrence, quand il est question de prélever le terme d'inconscient collectif, ça n'a aucun rapport avec la psychanalyse qui, par ailleurs, est justement un des ennemis ou une des disciplines qui sont très critiquées par les tenants, justement, de l'assignation identitaire. Donc, voilà, c'est ça, oui. Oui, donc effectivement, là on est dans une logique où le discours médiatique, on pourrait dire, repose sur ce que moi j'appelle la fait-diversion aussi de l'actualité, la fait-diversion de la politique. C'est-à-dire, vous avez des événements qui sont exceptionnels, ça peut être le terrorisme, c'est les crimes, vous voyez, c'est-à-dire c'est dramatique, c'est réel, il faut lutter contre la criminalité, etc. Mais c'est élargi, vous voyez, comme problème de société, et du coup, à partir de cas qui touchent un petit nombre de gens, on fait des personnages, on va fabriquer des personnages. Le racisme contre les musulmans, etc., ou l'antisémitisme auparavant, était construit, ce que j'ai montré dans mon livre où je compare Drummond et Zemmour, c'est construit sur la même logique. On prend Rothschild, et tous les juifs sont des Rothschild. On prend, vous voyez, donc, et ça va alimenter, vous voyez, des discours dans l'espace public. Et moi, en tant que socio-historien, l'un de mes rôles essentiels, c'est de déconstruire. Vous voyez, c'est un travail de déconstruction de ces entités collectives pour amener, vous voyez, voilà. Et ça, c'est effectivement, on se heurte aussi à des gens qui vont faire la même chose avec la question de race, etc. Et la notion de racisme systémique,
et les construit de la même manière. C'est donc des gens qui se disent très critiques, qui se croient des grands intellectuels révolutionnaires, qui épousent finalement les catégories de pensée qui ont été imposées par les médias. C'est ce que j'ai montré aussi dans mes livres, c'est qu'à partir des années 70, il y a une sorte d'unanimité pour la condamnation du racisme. En 72, la loi de 72, c'est une loi à l'initiative d'un député de droite qui est votée par tous les députés. Tout le monde est antiraciste à partir de ce moment-là. Comment se recomposent les choses dans le champ politique? Eh bien, elles vont se recomposer autrement, c'est-à-dire la définition de qui est raciste, qui n'est pas, etc., etc. Et dans cette logique-là, on va avoir effectivement des faits divers qui sont l'agression d'un policier sur un jeune issu de l'immigration, etc., qu'il faut condamner. Moi, j'en ai fait des manifestations autour de tout ça, etc. Mais il faut aussi expliquer pourquoi ces choses-là deviennent tellement populaire dans les médias. Tous les jours, maintenant, on a un truc. Et l'affaire de Black Lives Matter s'inscrivait aussi dans ça. Vous voyez, on va dénoncer les policiers alors qu'on sait. Donc, racisme systémique, ça va consister à généraliser des comportements qu'il faut critiquer, qu'il faut condamner, qui posent sans doute problème dans les comportements de la police, etc. Mais appeler ça racisme systémique, vous comprenez? Ça veut dire qu'on serait dans un état raciste. Mais alors, quelle différence avec ce qui se passait en Afrique du Sud, vous voyez, au temps de l'apartheid, etc. Donc, il n'y a plus de nuances dans ces logiques-là. Il y a un discours intellectuel qui veut se montrer extrémiste, donc qui ira toujours dans ce qui va être extrême dans le langage. Parce qu'il faut bien voir tout ça. Et il y a longtemps que les dominants ont compris comment ils pouvaient récupérer tout ça. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui me pose problème, et sans dédouaner qui que ce soit, parce que moi je ne suis pas là pour donner les bons points et les mauvais points, mais expliquer les contradictions et comment se reproduisent des formes de domination dans le monde dans lequel nous vivons. Ce qui est frappant avec le concept de racisme systémique, en tout cas nous ça nous intéresse spécialement, c'est que c'est considéré, au fond, il s'agit d'une évacuation totale de la singularité, de la subjectivité, et au fond, plus personne n'a à répondre de tel ou tel passage à l'acte qui pourrait être en effet qualifié de racisme. Voilà, c'est aussi une banalisation du terme, et ça a aussi un effet sur les personnes. Il y a une autre dimension dans ces questions-là, c'est ce qu'on appelle la victimisation par le fait. C'est-à-dire que ceux qui parlent à la place des autres, ils ont toujours intérêt à enfermer ceux au nom desquels ils parlent dans un statut de victime. On est là, nous sommes là, les grands sauveurs. On va vous expliquer. Alors, les antiracistes tels que je ne les suis pas, c'est des gens qui, eux, sont toujours impeccables. Les racistes, c'est les autres. Alors, ça va être dans le passé, donc on peut dire, si on prend les discours de la Troisième République, on peut accuser, même Victor Hugo, même Zola, en fait, de racisme. On va toujours trouver des propos qui ne conviennent pas à l'état actuel du langage, etc. Vous comprenez? Et puis, voilà. Donc, ça me dérange, parce que moi, j'ai appris aussi, j'ai en moi le souci de ce qu'on appelle l'auto-analyse, de me dire, attention, les outils que j'ai appris doivent me servir à mieux me comprendre moi-même. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez, ces postures de surplomb, on appelle, de point de vue imprenable, comme on dit, de ces intellectuels qui vont juger tout le monde sans jamais tourner les armes de la critique contre eux-mêmes, ça me déplaît. Toujours une grande divergence par rapport à ça. Et donc, l'une des raisons, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit 2 bouquins sur le clown chocolat, la raison après du film, enfin, etc. Toute cette aventure qui m'a passionné. J'ai travaillé 6 ans sur cet artiste qui était esclave, noir, venant de Cuba, etc., qui a été surnommé à partir de sa couleur de peau. Là, on est au cœur du racisme de couleur, mais lui, il s'est battu. C'est ça qui me plaisait. Avec ses propres armes. Il ne parlait pas le français, et était analphabète quand il est arrivé, etc. Travailleur immigré typique, il portait les valises des grands clowns de l'époque, et il a fait quelque chose de sa vie. Et c'est ça qui est absolument admirable. Mais il l'a fait avec ses moyens. Ses moyens, ce n'était pas le langage, c'était la gestuelle. Et c'est lui qui a inventé le personnage de l'Auguste, le personnage central de l'histoire des clowns, la comédie clownesque avec Foutit, etc. Moi, voilà le modèle que j'aurais envie de donner à la jeunesse d'aujourd'hui qui va souffrir, effectivement, souvent, d'une marginalisation à la fois sociale, en fonction de leur origine, etc., c'est de leur dire, battez-vous, utilisez les armes que vous avez pour vous émanciper vous-même. C'est un peu l'histoire aussi de ma propre vie, je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons que voilà, c'est ça que j'ai chevillé au corps et qui me relie à ma propre histoire, vous voyez. Et ça, c'est un combat qui aujourd'hui est très marginal, mais qui mérite d'être mené, et je crois qu'il a d'avenir. Oui. Je reviens sur un point qui traverse tout cet ouvrage, c'est au fond le déplacement que vous soulignez
que la question raciale est venue, selon vous, remplacer ou prendre la place de la question sociale. Oui. Ce qui est frappant, c'est qu'on observe le déplacement inverse dans le discours du Front National, devenu Rassemblement National. C'était absolument frappant dans la dernière campagne présidentielle, où ce parti qui a une longue tradition xénophobe, raciste, dans le programme, oui, en tout cas dans les points qui étaient mis en avant, revenaient principalement des mesures sociales, pouvoir d'achat, des choses comme ça. Il fallait se pencher en détail sur le programme pour voir que le discours raciste n'était pas loin de là rangé aux oubliettes, mais était toujours bien présent. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée-là ? Oui, je pense que le champ politique, le jeu politique, c'est une lutte pour ce qu'on appelle la mise à l'agenda des problèmes qui vont être, vous voyez, discutés. Donc il y a un enjeu de pouvoir là qui est tout à fait fondamental, et j'ai montré d'ailleurs dans mes livres que dès le 19e siècle, dès la mise en place, disons, du système parlementaire dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, on voit cet enjeu-là. Et que la droite et l'extrême droite, qui donc sont les privilégiés de la fortune, en gros, ceux qui ne veulent pas payer d'impôts, enfin voilà, ont toujours intérêt à mettre en avant des questions identitaires au sens large. Et au 19e, c'est le nationalisme s'impose comme ça, l'antisémitisme aussi. Hein. Donc on voit bien qu'il y a eu pendant longtemps ce clivage entre, j'appelle moi une droite nationale sécuritaire et une gauche sociale humanitaire. Alors, là il y a un renversement. Voilà. Et à partir effectivement des années 80, je date ça de la victoire de Mitterrand en 81, la droite a reconstruit un discours avec effectivement ces questions identitaires, alimentées évidemment parce qu'il y a toujours une base de choses réelles là-dedans, par les attentats du terrorisme islamiste qui ont évidemment alimenté tout ce discours, etc. Et ce que je dirais que les gens de gauche, surtout vu que la gauche n'arrivait pas à satisfaire le programme social qu'elle avait annoncé, c'est le fameux recentrage de Mitterrand en 83, etc., a donné SOS Racisme. Enfin, il y a un basculement de plus en plus vers le pôle humaniste ou droit de l'homme, etc., sur les valeurs. Et ça, c'était indispensable de le faire, hein, je ne le critique pas, mais ça s'est fait effectivement au détriment des questions sociales et ça aboutit progressivement à une marginalisation. Et comme la politique a horreur du vide, il y a un espace aussi qui pouvait être récupéré et du coup, il est devenu presque... Les gens, voilà, personne n'a été scandalisé par ce que vous dites, c'est-à-dire que le Front National, dont on sait, je dirais, d'où il vient et le cœur de son programme, il suffisait de le lire précisément. D'où il vient, est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est ? On pouvait voir que ce parti-là pouvait se donner une coloration sociale dans un contexte où, évidemment, la question sociale avait repris le dessus suite aux événements qu'on a connus de montée de l'inflation, etc. Bon. Donc effectivement, on voit et là ce que ça nous montre aussi, c'est que on est dans un monde où les appartenances politiques sont beaucoup plus fluides qu'elles ne l'étaient. Ça, c'est des changements, c'est-à-dire que la fidélité à un parti, comme c'était le cas dans le passé avec la gauche, le Parti communiste ou le Parti socialiste, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus évanescent. Il y a des bouquins écrits là-dessus. Hein. On est dans le supermarché des idées. Donc vous avez des gens, vous voyez, qui peuvent à un moment donné fluctuer, passer. Il y en a beaucoup qui sont passés du Parti communiste au Front National par déception à l'égard de la gauche. Et puis voilà, aussi parce que le Front National peut avoir un discours, enfin le Rassemblement National, on dit maintenant, un discours qui va intégrer des aspects sociaux. Donc voilà, ça c'est effectivement un danger et qui pourrait peut-être être réglé, enfin je ne vais pas donner des leçons aux politiques, mais par un ancrage plus grand dans la question sociale, comme ça a été fait dans le passé. Je rappelle quand même historiquement que la gauche en France a été hégémonique à 3 reprises, après l'affaire Dreyfus en 1902, quand justement Jaurès a été capable de faire le lien entre le mouvement ouvrier et la lutte humaniste ou humanitaire, en 1936, Front populaire, qui est la suite du Front antifasciste de 1934, et en 1981, où voilà, le programme commun de la gauche, disons, traduisait politiquement ce qui s'était passé en 1968, etc. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on n'est plus, il y a une tel clivage, une atomisation des luttes, des combats, des perspectives,
qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Oui, et le brouillage amène à des paradoxes quand même surprenants. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était très fort quand vous évoquiez justement la complexité d'une trajectoire, l'émancipation contre les assignations. Voilà. Et si vous tenez ce type de discours, vous êtes dit réactionnaire, voire même on pourrait considérer que la façon dont vous niez le phénomène de racisation vous amènerait à être d'une droite réac. Oui, ah ben ça c'est ce que certains ont prétendu. Alors évidemment, la violence s'explique aussi parce que, en filigrane, mais là plus qu'en filigrane, je le dis à plusieurs reprises, c'est une critique du rôle des porte-paroles. Donc quand vous critiquez les porte-paroles se défendent en vous insultant. Voilà. Ils ne vont pas analyser la critique. La construction des catégories, quand je monte dans ce livre, je m'interroge sur la façon dont Pape Ndiaye a construit sa catégorie de Noirs de France, en montrant qu'il est parti d'un sondage, parce qu'en France, ce n'est pas catégorisé, donc il faut inventer la catégorie, commandité par une association qui s'appelle le CRAN, etc. Bon, et il construit donc sa définition des Noirs de France à partir, comme vous le disiez, d'imaginaire, on peut dire, enfin, de la stigmate de discrimination. Du ressenti le de chacun. Sentiment de discrimination. C'est ça qui fabriquerait aujourd'hui la légitimité d'un retour à la race. C'est plus la race biologique comme autrefois, mais c'est légitime parce que le regard qui est porté sur les Noirs, dont les stigmatise, et donc ça crée une identité qui est l'identité donc discriminée. Or, quand vous regardez l'enquête qui a été faite, la question qui a été posée là-dessus, à ceux considérés comme Noirs de France, vous en avez un tiers qui disent qu'ils n'ont jamais subi de discrimination. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui répondent à ça. Comment pouvez-vous les intégrer dans une catégorie, intégrer des gens dans une catégorie, alors que le tiers des personnes ne répondent pas à cela? Là, on retrouve la violence symbolique dont vous parlez à différentes reprises. Et là, je la pose comme question méthodologique. On n'a pas le droit, alors ça, personne n'est entré dans ce débat-là, c'est complètement marginalisé, mais c'est une question, je n'en conclus rien, mais je dis que ça pose justement, comme vous le disiez, la difficulté qu'il y a dans un pays où la couleur de peau n'est pas catégorisée, à le faire soi-même, c'est-à-dire le pouvoir que va détenir l'intellectuel, le chercheur en sciences sociales, au nom de sa science, qui va lui-même imposer donc une catégorie aux gens. Donc c'est ça, moi, qui me préoccupe. C'est une relation de pouvoir. C'est la question du pouvoir qu'on détient quand on a accès à l'espace public. Du point de vue de l'énonciation, en effet, ça pose toute la question de l'énonciation et de la mise sous silence et du qui parle. Et du fait qu'on a toute une série de gens aujourd'hui, il suffit d'avoir des connaissances familières avec ce monde issu de l'immigration postcoloniale, etc., pour voir qu'il y a des tas de gens qui vont reconnaître que finalement, eh bien, ils ont, grâce à leur immigration, ils ont pu réussir leur vie, ou qu'ils ont, qu'ils ont tissé des liens et qu'ils ne sont plus dans ces logiques-là, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Vous voyez, il y a une sorte d'imposition aussi, parce que s'ils le disent, hop, ils vont être pris dans les débats réactionnaires, etc., etc. Donc moi, ils vont être, comme vous disiez tout à l'heure, traîtres à la cause. Voilà, c'est traître à la cause. Et c'est là aussi, puisque Stéphane n'est pas avec nous, mais rappeler quand même toute sa partie de son ouvrage, enfin, qui est centré sur le football. Et comment, parce que s'il y a bien, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais un grand amateur de football, c'est ce qui nous relie, entre autres, avec Stéphane Beau, s'il y a bien un monde où je trouve, il y a eu énormément de choses pour dépasser les stéréotypes et les préjugés racistes, c'est bien le football. Je veux dire, moi, il se trouve que toutes les semaines, je vais, pas toutes les semaines, mais aussi souvent que je peux, sur des terrains de banlieue pour voir des jeunes, mes petits-enfants jouer au foot, etc. Mais moi, c'est la France telle que j'aime. J'avais des gens... Alors, ils peuvent s'engueuler. Ah oui, ils peuvent avoir des moments où il y a des insultes, on va dire racistes, qui vont émerger. Mais je veux dire, vous voyez, c'est dans le jeu des interactions, parce que dans la vie sociale, il y a des solidarités, il peut y avoir des moments de violence, etc. Mais si on en fait une catégorie, là encore, vous voyez, si on la politise, et si on vient après donner des leçons de morale à tous ces éducateurs, etc., pour dire qu'ils sont racistes, je veux dire, de quel droit? Je veux dire, et Stéphane, qui a été directement confronté à ces questions-là, il voulait aussi rétablir ce qui fait la différence entre un journaliste et un chercheur en sciences sociales. Donc c'est toute sa partie.
Je ne vais pas trop en parler, je ne suis pas compétent sur le fond, mais je trouve que c'est une démonstration limpide sur ce que cette affaire-là du racisme dans le football, ce que ça voulait dire. L'affaire des quotas, oui. L'affaire des quotas, etc. Donc voilà, je veux dire, il y a aussi une nécessité là, mais alors évidemment, étant donné que nous, en tant que citoyens engagés, on est plutôt proche de Mediapart que du Figaro, bien évidemment, là, alors traître, là, ça a été, voilà, ça a été... Ça, c'est la goutte d'eau. Ça a été, oui, la goutte d'eau. Avec une autre dimension, c'est le fait que notre bouquin était, au départ, il y a eu des bonnes feuilles publiées dans le monde diplomatique. Le monde diplomatique, donc beaucoup de gens ont découvert notre livre à partir de la sélection qui avait été faite dans le monde diplomatique, qui axait plus que ce n'est le cas dans le livre sur des questions de politique par le fait. Donc ça a joué, et puis voilà. Donc, bon, finalement, la bonne chose de tout ça, c'est que ça vous amène encore plus à vous désidentifier ou à autonomiser encore plus votre champ de recherche, puisque dans la manière dont sont perçus vos propos, dont on vous renvoie à telle ou telle accointance idéologique, vous êtes amené d'autant plus finalement à camper l'autonomie. Alors juste une petite remarque par rapport aux deux termes, finalement la race et l'immigration. On voit bien que pendant tout un temps, la manière dont s'est scientifisée la race a vraiment marqué les sciences sociales, à l'INED, dans la Fondation de Sciences Po, etc., qui retrouvent d'ailleurs ces catégories-là. Et pendant une parenthèse assez longue, enfin dans les années 60, 70, c'est l'immigration qui a pris le pas avec une déscientifisation de la race comme inexistante. Et maintenant, l'immigration semble être finalement mise au rencard comme la question sociale et remplacée à nouveau par le concept de race, alors que l'immigration a ce mérite finalement de redonner sa place à la question de la trajectoire, des stratégies sociales. Enfin, c'est un concept pour le coup plus plastique. Oui, alors ça c'est très important aussi, effectivement. Alors il y a des effets aussi de concurrence entre les générations. Les plus jeunes du monde des sciences sociales ont voulu tenir à distance, disons ce qu'on avait pu faire, nous, en tant qu'historiens et sociologues de l'immigration. Je rappelle quand même que l'un des fondateurs de ce domaine en sociologie, c'est Abdelmalek Sayad. Hein. Donc, et lui, il a beaucoup travaillé sur la notion de travailleur immigré. C'est très important. Ça faisait le lien entre l'origine d'une personne et son statut social. Progressivement, on a vu disparaître le terme de travailleur. Nous, on s'est battu dès les années 80 contre le fait que l'INED et l'INSEE naturalisent, comme on dit, la catégorie immigré. Aujourd'hui, vous avez la catégorie immigré qui implique des gens qui sont français. Alors qu'avant, le droit républicain, c'était français étranger. C'est la nationalité, hein, c'est-à-dire du droit international. On a tous... Voilà, on appartient à un État, une nation dont on est membre, etc. Et ça reste fondamental dans notre vie actuelle. C'est ça, l'immigration, on en sort, oui, mais la race, on n'en sort pas. Mais voilà, et en plus, ça a permis, donc là, on voit bien l'offensive, je dirais, sous la pression indirecte du Front National, hein, la question de l'origine prend de plus en plus d'importance. Ça a été intégré par l'INSEE et l'INED pour cette catégorie d'immigrés qui implique donc des gens qui sont français, donc on va catégoriser par rapport à leur origine, ce qui était contraire au droit républicain. Et puis, petit à petit, effectivement, on va avoir, immigration va disparaître au profit de migration, ce qui pose aussi des tas de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire, migration? Il y a des tas de raisons dans une migration. Donc, en même temps, occulter le droit d'asile, hein, migrants. Il y a des gens qui sont demandeurs d'asile, qui fuient les persécutions, etc. Il y a un terme pour les réfugiés, exilés, etc. Donc on voit tout l'enjeu du langage par rapport à ça. Et donc ces gens qui se disent hyper critiques, hyper révolutionnaires, tout ce que vous voulez, ils se sont inscrits dans ce moule-là, en reprenant une catégorie identitaire comme la race, qui va désigner des gens qui ont des profils, des statuts différents. Ce qu'on montre aussi dans le livre, à partir des travaux les plus récents de l'INED, etc., ou de l'INSEE, c'est que entre les Antillais, par exemple, et les gens qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne, il y a des grandes différences dans les statuts sociaux, etc., etc. Un des enjeux essentiels aujourd'hui dans nos sociétés,
c'est le fait que vous avez des gens qui peuvent entrer et rester en France, d'autres qui ne peuvent pas. C'est bien le droit national qui prime dans tous ces enfants qu'on a vus, là, qui sont morts en mer Méditerranée, etc., parce qu'aucun pays d'Europe ne voulait les accueillir. Ce n'est pas leur couleur de peau qui a été mise en avant, c'est leur nationalité, c'est le fait que, voilà, ils étaient considérés comme des étrangers qui devaient justifier leur persécution, etc. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu majeur de rétablir au premier plan le pouvoir des États, donc le pouvoir du droit national. Parce que même aujourd'hui, dans les critères de la défenseuse des droits, là, vous savez, il y a 17 ou 18 critères, je ne sais plus exactement, la nationalité n'est pas considérée comme un critère discriminatoire. Hein, parce que c'est le droit international, donc voilà. Donc il y a là des éléments tout à fait essentiels à prendre en compte aussi, qui ont tendance à être occultés par la racialisation. Peut-être pour conclure cet entretien, on est maintenant plus de 2 ans après la sortie de cet ouvrage. Vous dites que vous avez été surpris par les réactions qu'il a suscitées, mais d'un certain côté, les réactions, la teneur de ces réactions, les arguments qui ont été mis en avant viennent valider les thèses que vous soutenez dans votre ouvrage. Je pense, oui, parce qu'on le dit déjà dans le livre, on avait déjà anticipé le type, pas aussi violente, mais le type de réaction qu'on subirait. C'est-à-dire que, comme on était parti de l'idée qu'il fallait sortir de l'affrontement des pétitions des uns et des autres pour rétablir un espace autonome de réflexion sur ces questions-là, pour analyser, y compris nos propres contradictions, on savait bien que les uns et les autres allaient réagir, vous voyez, de la manière dont ils ont réagi. Par un affrontement. Voilà, par un affrontement et par une sorte d'hyperpolitisation des choses où toute la dimension réflexive disparaît. Bon, mais en même temps, je peux vous dire qu'on a reçu aussi beaucoup de témoignages de gens qui nous écrivent, qui sont eux-mêmes d'ailleurs souvent issus de ces immigrations postcoloniales au nom desquelles parlent les partisans de la race, etc., qui nous disent oui, on comprend, on met qui soulignent la question sociale, qui voient les différences, y compris dans leur milieu, entre ceux qui ont fait des études supérieures ou pas, etc., et qui commencent à s'interroger et à critiquer le type de logique identitaire qui existe aujourd'hui aussi. Et moi, ça, je crois que c'est inéluctable. On voit que dans l'histoire, à chaque fois, il y a eu ces logiques-là. On est dans une phase aujourd'hui, mais une phase qui sera temporaire, qui sera provisoire. Donc voilà, bon, moi, c'est pour ça que je ne dramatise pas non plus les choses. Même si c'est dur à accepter, hein, faut pas croire. Quand ça vient de gens dont vous êtes proches, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, à accepter, quoi, parce que voilà, ça vous touche de plus près, quoi. Mais en même temps, ça vous permet d'approfondir votre réflexion, donc de ce que je fais actuellement. D'ailleurs, dans mon blog, où j'ai repris tout ça de manière... J'ai attendu plus d'1 an, hein, pour peut-être reposer, pour faire une analyse de aussi des changements de l'espace public, de la manière dont, vous voyez, le livre avait été critiqué, et puis des choses plus précises par rapport à mon propre centre de recherche. On voit aujourd'hui ce genre d'invectives se développer au nom de la sociologie. Donc ça, c'est, je trouve, extrêmement préoccupant. Bon, écoutez, merci beaucoup Gérard Noiriel pour cet entretien. Merci à vous. Et on a hâte de lire la suite de vos travaux, notamment sur votre blog également.